Quetiapine, à la base, c'était un antipsychotique et c'était pour les patients atteints de schizophrénie. Ok. Le problème, c'est que pour les patients atteints de schizophrénie, ça représente que 1% de la population, donc c'est pas beaucoup. Et deux, bah, c'était pas terrible comme médoc, parce que c'était sédatif, parce que ça se lie pas beaucoup à la dopamine, et du coup, la dopamine, elle est pas tout le temps bloquée, et paf. Et à la base, ils voulaient faire ça parce qu'ils voulaient que ça ressemble à la clozapine, sans les problèmes de granulocytose, et du coup, on n'ait pas besoin de faire des NFS tout le temps. Et souci, bah, ça marche pas terrible. Donc c'était un échec. Et alors en plus, les données montraient que sur le plan de la tolérance, sur le long terme, les données épidémiologiques, elles sont toutes cata, donc cata. Donc là, on est en 2000, hein, parce que le labo en France, il a mis ça en 2016. Donc on est même avant 2000, on est en 96, je crois. Quand je vous dis qu'on a 20 ans de retard en France, c'est pas pour le kiff, hein, c'est vraiment 20 ans. Ce médoc, il est important parce que c'est le seul qui a la MM. Seul avec la MM. Ok. C'est le seul qui a la MM dans le trouble bipolaire à sa phase dépressive. Et c'est dans le trouble bipolaire de type 2. Ok. C'est vraiment le seul. Il n'y a que ce médoc-là qui est dans le Vidal qui peut faire ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont la MM? Parce que le labo, il a présenté 2 études qui marchent à la FDA et que l'Agence européenne des médocs a copié après. Grosso modo, c'est ça. Je vous le fais simple, mais en gros, c'est ça. Les labos, une fois qu'ils ont vu que sur la schizophrénie, c'était un peu une catastrophe, le labo, il s'est dit, bah, comment on va faire? Et donc, il a réuni des calls. Les calls, c'est les Key Opinion Leaders. Et donc ça, c'est des gens qui sont souvent des professeurs de psychiatrie, qui sont payés par le labo, donc qui ont des engagements vis-à-vis de cette entreprise-là, et qui de façon indirecte finissent, indirecte ou pas d'ailleurs, mais finissent par faire la promotion des médocs. Et donc vous avez des calls partout, hein. Moi, par exemple, si je savais d'un fric de la part du labo, on pourrait dire que je suis un call, hein. Si je vous fais une vidéo en disant, bah écoutez, faudrait faire ci, en moyenne, il y a des gens qui prescrivent ça, hein, donc c'est pour ça qu'il faut regarder les conflits d'intérêts. Bref, et du coup, il réunit tout le monde, le labo, et il dit, bon, on va faire une étude sur le trouble bipolaire dans la phase dépressive. Parce qu'il n'y avait rien encore, donc c'était jackpot, hein. Et du coup, la question, c'était quelle dose on va utiliser. Et là, bah, faut pas se tromper sur la dose, hein, faut bien choisir. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'on met 600 mg? Et là, bah, les cols, là, les professeurs de psy, ils avaient bien vu que ça défonçait. Et du coup, 600 mg, ils ont dit putain, non, c'est chaud, c'est pas possible. Et donc, le mec du labo, il a fait ok, on va faire 300. Et du coup, ça a été décidé comme ça. Donc, c'est pas evidence-based. Quand vous mettez 300 mg de kétiapine, c'est pas parce qu'on a prouvé que c'était la bonne dose. C'est parce que quand le labo a fait l'étude, au pif, ils ont dit 300 à cette époque. Il faut le savoir. Ils font l'étude et en fait, le labo, passé un certain temps, paf, il peut plus faire du fric, ça rentre dans le milieu générique et c'est fini, on fait moins de pognon. Il y a plusieurs façons de contourner ce système. On peut faire un énantiomère et donc on peut prendre la kétamine et prendre la S-kétamine et hop, c'est reparti pour un tour. Et avec la kétiapine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé la kétiapine libération prolongée, LP. Toutes les études sur la schizophrénie, etc., là, c'était libération immédiate. Et donc là, le labo, il s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va faire les études sur le trouble bipolaire avec la libération prolongée. Comme ça, bah, on aura le truc sur le trouble bipolaire. Et deux, il y a des pauvres gus qui vont se faire avoir et qui vont se dire, bon, bah, faut utiliser la forme prolongée, sinon ça marche pas. Ok. Ils ont fait les études avec la kétiapine forme prolongée dans la dépression bipolaire et ça marche. Il y a un taux de sédation qui est plus de 50%. Donc ça défonce. Et donc la kétiapine, c'est pas un problème d'efficacité parce que ça marche très bien, c'est un problème de tolérance. Ça déglingue les patients. Une fois qu'on est là, on a un souci parce que
les gens qui avaient utilisé la quétiapine, parce qu'elle était déjà là depuis 1996, hein, et l'étude sur le trouble bipolaire, elle est en 2008, grosso modo, il y en a eu 2. Et ben, les gens là, ça fait déjà plus de 12 ans qu'ils utilisent la quétiapine et donc ils avaient bien vu que en fait la quétiapine, on la filait même si elle était en libération immédiate, on la filait une fois le soir. Et puis c'est tout. On faisait pas matin, midi, soir, parce que les gens ils sont fracasses. Au début, on pensait que la schizophrénie, c'était à l'époque monoaminergique, donc schizophrénie égale délire égale dopamine. On était à peu près à ce stade. Il y en a qui n'ont pas encore trop changé de ça, mais c'est autre chose. Et du coup, ils avaient l'idée qu'il fallait bloquer la dopamine et les récepteurs D2 le plus souvent possible toute la journée. Et donc, il fallait mettre suffisamment de doses pour que, paf, on puisse bloquer. Et en fait, la vérité, c'est que ça, bah, c'est faux. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous avez, attends, je vais me payer un kiff. Vous avez votre neurone présynaptique, vous avez votre neurone postsynaptique, vous avez vos récepteurs sur le neurone postsynaptique, les récepteurs à la dopamine de type 2, donc les deux récepteurs. Et puis là, vous avez vos petites molécules de dopamine qui vont se lier. Et si jamais vous mettez, je sais pas moi, de la kétiapine, et ben, pof, ça va se lier à la place. Et boum, ça va entraîner un changement de signal. Mais ce changement de signal, c'est là que ça se passe. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de la kétiapine tout le temps, ni de l'aldol tout le temps, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Les seconds messagers, ils sont là, ils mettent des temps, c'est des facteurs de transcription, machin, ça met les plombes. Il n'y a pas besoin d'avoir la dopamine bloquée tout le temps. Je vous la fais simple, hein, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est à moitié faux, mais sinon, il n'y a personne qui suit, on s'en sort pas. Pas parce qu'ils sont cons, hein, c'est parce que c'est compliqué. Et du coup, on est là. Donc, on a notre kétiapine LP à 300 mg qui marche. On a fait les dépressions dans la dépression de trouble bipolaire et ça marche, pas de souci. Et on a aussi la kétiapine LI qu'on peut donner à 300 mg et qui probablement marche aussi. Et là, ils font les études et putain, ça marche aussi. Catastrophe. Le labo est pas content parce que ça marche aussi bien que la forme LP. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits filous? Ils ont fait des études pour comparer. Et ils ont comparé kétiapine libération prolongée en une prise par jour. Et ils ont regardé la sédation. OK. Et après, ils ont fait kétiapine libération immédiate le soir, le matin et parfois le midi. Et donc, vous me croirez pas, mais quand vous donnez la kétiapine 3 fois par jour, donc kétia en libération immédiate TID, trait indié, versus kétia, libération prolongée, quoi qu'il reste, donc c'est le soir. Et donc en fait là c'est très inégal parce que ça sédate moins que la kétia que vous donnez 3 fois par jour. Mais ça en fait on s'en branle, nous ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qui sédate le plus entre la kétia prise en libération immédiate, une fois par jour, et entre la kétia prise en libération prolongée, une fois par jour. Qu'est-ce qui sédate le plus quand on est à 8 heures du mat? Parce que les deux marchent pareil. Eh ben, vous me croirez pas, mais la kétia libération immédiate qui est en noir, eh ben, elle sédate beaucoup moins. Parce que tout est libéré ou presque pendant la nuit. Ok. Alors que l'autre, le matin, ben, vous en avez encore plein la caboche. Donc ça sédate. Donc là, la NSM ou l'HAS, ou je sais pas quels experts, se sont payés le luxe de ne prévenir personne sur le problème qu'il y avait avec la kétiapine libération prolongée. Et ils ont joué le jeu des labos à 100%.
C'est un vrai sujet parce que quand je pense à tous les patients qui sont déglingués à cause de la kétiapine, auxquels on a dit, bon, bah, de toute façon, la kétiapine ne marche pas, soit parce qu'on sont arrivés jusqu'à 300 mg parce que les praticiens sont pas au courant que les doses sont décidées de façon complètement arbitraire dans le Vidal parce qu'il est jamais mis à jour, soit parce que la libération est en libération prolongée, que personne ne sert de la kétiapine en libération prolongée dans les troubles bipolaires, sauf dans des cas spécifiques, il y a toujours des exceptions, hein. Mais c'est vrai que moi, honnêtement, ça me donne un petit peu le tournis. Et du coup, ça va plus loin parce que non content de faire ça, en fait, il y a deux éléments dans la notice de la Ketia. Il y a un, ne pas écraser, ne pas croquer, ne pas faire quoi que ce soit. Et puis il y a deux, prendre à distance des repas. À distance des repas. Je vous dis ça, je vais vous expliquer après. À distance des repas. J'écris mal, hein. Ça, c'est un truc de ouf. Un écrasé, deux prendre à distance des repas. Ne pas écraser parce que, en fait, là, vous avez votre œsophage, puis là, vous avez votre estomac. Alors, s'il y a des gastro qui regardent, ils vont paniquer, mais donc, il y a une espèce de résection qui a été faite sur cet estomac. Et après, il y a le duodénum et l'absorption des médocs. Elle se fait principalement ici, en tout cas pour la kétia, c'est principalement là, grosso modo. Quand vous avez kétiapine, libération immédiate, hop, 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 et hop, c'est absorbé ici. Et là, c'est un peu coupé en deux, c'est un peu coupé par les enzymes gastriques. Et donc, ça se fait là. Quand vous avez votre kétiapine libération prolongée, et ben, hop, 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 elle va jusque là. Et puis, hop, elle est absorbée plus bas et plus tardivement. Et c'est ça le truc. C'est que la courbe de la libération prolongée et la libération immédiate, elle est absolument identique. Une fois que l'absorption est décalée, derrière ces deux zones-là, la pente est la même. C'est kiff-kiff. Donc c'est juste retardé. Donc c'est du libération retardée, en fait. C'est pareil avec le lithium d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et donc en fait, ils disent ne pas écraser parce que eux, ils veulent qu'on soit le plus libération prolongée possible et que si on l'écrase, et ben là, il n'y a plus de protection et du coup, l'estomac, les sucs gastriques, plus précisément, déglinguent tout et hop, c'est absorbé comme en libération immédiate. Donc en fait, une façon simple de voir si votre patient il n'est pas moins cartonné quand il prend de la kétiapine, c'est de faire écraser le comprimé. J'ai aujourd'hui encore un pharmacien qui pendant 20 minutes a dit au patient qu'il fallait pas l'écraser parce que c'était écrit sur la boîte qu'il fallait faire ça. Il faut arrêter de regarder ce qu'il y a écrit sur les boîtes et de penser que c'est une vérité absolue parce qu'il y a aussi écrit qu'il ne faut pas conduire alors qu'on prend des psychostimulants. Le méthylphénidate, ça réduit les accidents de la route de façon aussi importante que de porter un casque réduit les décès sur la route. Donc il faut vraiment que les gens aient en tête qu'il n'y a pas d'autorité de santé, il n'y a pas d'autorité de médicaments, machin, ça vaut pas un clou et du coup il faut vérifier ce qu'on lit parce qu'on lit n'importe quoi. Et donc, je fais pas l'apologie de la kétiapine écrasée, je dis les faits, et les faits, c'est que si vous l'écrasez, eh ben, la libération se fait plus pendant la nuit. L'air sous la courbe est peut-être pas complètement identique, mais elle est suffisamment négligeable pour que, en pratique clinique, ça ne change pas de souci. Je prescris pour ma part ma kétiapine en l'écrasant maintenant. Je la prends moi-même écrasée, et il y a des patients qui, des fois, oublient de l'écraser, et ils peuvent vous dire qu'ils sont déglingués le lendemain. Donc, je peux vous trouver une quinzaine d'exemples où il vaut mieux ne pas l'écraser. Je parle en général. OK. La question après, c'est est-ce qu'il faut le prendre à distance des repas ou pas? Parce que c'est écrit en gros, prendre à distance des repas. Quand je fais ce genre de vidéo, j'ai un goût amer dans la bouche parce que je me vois arriver dans des services et dire ouais, personne le fait, il faut le faire, c'est écrit, machin, haha, je l'ai vu dans le Vidal et ça y est pas. Et je me sens idiot encore aujourd'hui d'avoir dit ça parce que je suis le premier hein, à lire des trucs, à pas réfléchir et à les appliquer bêtement. Donc je me suis fait avoir, je me referai plus avoir, j'essaye. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu d'émotion et d'agacement dans la vidéo là. Si vous le prenez à distance des repas, en fait, la kétiapine, ça fait partie des médocs un peu particuliers où, en fait, globalement, quand on prend les médicaments pendant le repas, eh ben, l'absorption est diminuée. OK? Et du coup, il y a un pic qui, moi, c'est un peu lissé, machin. Alors que si vous les prenez à distance des repas à jeun, ben, il n'y a pas quoi que ce soit là, et du coup, bam, ça arrive très vite et ça fait plutôt un truc comme ça, quoi.
Donc globalement, en moyenne, on dit qu'il faut prendre les médicaments pendant le repas. Il y a aussi le fait que l'enrobage peut irriter un petit peu la muqueuse gastrique, il y a plein de trucs là, c'est de la pharmacocinétique. Mais globalement, c'est ça. Et en fait, la kétiapine, c'est l'inverse. La kétiapine, quand elle est prise au milieu d'un repas avec des lipides, eh ben, ça modifie la libération. Et la libération prolongée n'a plus trop d'effet. Et du coup, en fait, on se rapproche plutôt sur un truc comme ça. Ok. Et ça, en fait, ça nous arrange parce qu'on n'a aucune envie d'avoir une libération prolongée sur de la kétia. On veut que ce soit vite éliminé, comme ça on a notre signal et pouf, on n'en parle plus. Et donc, en fait, ça, c'est encore un truc qui est idiot et qui n'a rien à faire ici parce que si vous la prenez pendant le repas, et ben, ça fait une libération plus immédiate et c'est très bien pour votre vie le lendemain matin. Alors en fait, après, quand vous la prenez pendant le repas, l'air sous la courbe n'est pas tout à fait la même. L'air sous la courbe, c'est la quantité de médoc totale. Elle n'est pas tout à fait la même. Quand vous la prenez pendant le repas, il y en a un petit peu plus de médicaments qui est libéré. Donc il y a des subtilités. Il ne faut pas que les gens les prennent des fois pendant le repas, les prennent des fois pas pendant le repas. C'est bordel avec la forme LP. Ce qui n'est pas un souci avec la forme libération immédiate parce que la forme libération immédiate ne pose pas de problème et c'est toujours la même quantité qui est libérée, que vous soyez avec de la bouffe ou pas de la bouffe, grosso modo. Donc en fait, les avantages de la forme libération immédiate, c'est que 1, ça se libère plus vite, c'est moins sédatif. 2, vous êtes moins dépendant du repas et vous pouvez le faire pendant le repas et pas pendant le repas, il n'y a pas de souci. 3, il y a une interaction avec la kétiapine, ça je l'ai mis sur mon subtac, mais qui ne concerne probablement que la forme libération, avec une interaction avec la lamotrigine, mais qui concerne que la forme libération prolongée, dont vous vous épargnez les problèmes quand vous le mettez en libération immédiate. Et donc, il y a pas mal de choses là. Je conclus en insistant sur le fait que sur un sujet aussi grave que le seul traitement qui a l'AMM dans le trouble bipolaire, la notice date de 2016. La notice n'a pas du tout pris en compte ça. La notice a fait un copier-coller de ce qu'avait donné le labo en disant qu'il fallait faire ça pour que ce soit une forme LP. Mais on se contrefiche éperdument que ce soit une forme LP. Donc pour la majorité des gens, il vaut mieux que ce soit une forme de libération immédiate. Ne faites pas ça sans en parler à votre médecin. Et je vous fais le discours de prévention habituel dans ce genre de situation. Mais j'espère que ça commence un peu à se préciser pour les gens là, à quel point la qualité est extrêmement faible en termes de psychiatrie. Les pharmaciens ne le savent pas. Et donc, si vous êtes pharmacien et que vous voyez un psychiatre qui dit croquer ou écraser la kétiapine, renseignez-vous avant d'appliquer, de critiquer et d'appliquer ce qui est écrit sur la boîte du médoc, parce qu'il y a énormément de conneries et des conneries qu'on fait, je pense, pas mal de dégâts. Merci de votre attention.